à la restauration, préservation et gestion durable des forêts notamment et des écosystèmes terrestres au sens large. Voilà. Et je laisse Lucas, du coup, peut-être se présenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Lucas Winkelmann, je suis chargé de programme climat et carbone au GRS. Le GRS est une ONG de solidarité qui est basée à Aubagne, à côté de Marseille, et qui mène des projets sur la transition énergétique dans l'optique de lutter contre la pauvreté et contre le changement climatique. À ce titre, on anime aussi une plateforme d'information sur la compensation carbone qui va nous servir à poser un peu de cadre sur les notions de contribution carbone et qui va introduire les débats du jour. Parfait. Merci à tous. Lucas, avant de te donner la parole pour que tu amènes un peu de contenu sur l'évolution du marché de la contribution carbone, on vous rappelle que ce webinaire va durer, donc il va y avoir 45 minutes d'intervention de notre part et on va laisser un temps dédié aux questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire dans le live au fur et à mesure de nos prises de parole et on reprendra les questions à la fin. Donc, ce sera une durée variable selon le nombre de questions à traiter. Voilà, donc Lucas, la parole est à toi pour un peu de contexte sur ce sujet. Merci Basile. Donc, je vais te laisser passer à une slide de présentation de la plateforme Infocompensation Carbone. Donc, ce que je vous disais rapidement en introduction, c'est une plateforme d'information, comme son nom l'indique, qui est financée par l'ADEME et portée par le GRS sur toutes les notions de compensation et de contribution carbone. Donc, on a une visée pédagogique avec beaucoup d'informations, de sensibilisation et d'explication du concept, beaucoup de supports pédagogiques qui sont open source, qui sont utilisables par tous et tous et qui vont illustrer beaucoup des débats du jour. Et on répond à toutes les sollicitations que peuvent avoir des porteurs de projets et des entreprises sur la compensation carbone. On fait également une veille de l'actualité pour suivre les évolutions du marché qui est très mouvant et assez complexe, comme on va pouvoir en discuter aujourd'hui. On a notamment, juste avant de commencer, si la slide présente, voilà, je voulais mettre un petit zoom sur des publications qu'on mène dans le cadre de cette plateforme. On publie annuellement un état des lieux de la compensation carbone qui servira aujourd'hui pour quelques chiffres que je vais vous donner, qui vise à donner de la transparence sur le nombre de crédits carbone qui sont vendus en France et leur prix. Et on a développé avec l'ADEME toujours un guide de la compensation carbone à l'attention des entreprises pour expliquer vraiment la démarche avant d'initier une démarche de contribution carbone. Comment on achète des crédits, comment on se fait accompagner. Toutes les informations sont accessibles sur ce guide qui est porté par l'ADEME et coécrit avec le GRS. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, pour être sûr que tout le monde parle des mêmes choses aujourd'hui, on va revenir sur ce que c'est que la contribution carbone. Donc, la contribution carbone, c'est avant tout une contribution financière d'une entreprise pour un projet qui a un impact positif sur le climat. Donc, on part d'une entreprise, ici, qui va s'engager dans une démarche climatique, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et avoir toujours un impact des émissions qu'on appelle résiduelles, un impact persistant sur le climat. Pour aller plus loin, donc pour aller au-delà des émissions qu'elle a réussi à réduire dans un premier temps, elle va pouvoir décider de s'engager financièrement avec un projet, de financer ce projet sur le terrain, qui lui va avoir un impact additionnel sur le climat. Donc c'est un projet qui va être en dehors de sa chaîne de valeur, porté par un autre acteur, et qui va avoir un impact sur le climat en évitant des émissions de gaz à effet de serre, en réduisant les émissions déjà historiques et réelles, ou alors en augmentant la séquestration carbone sur le terrain, par les puits de carbone naturels ou par d'autres technologies. L'impact de ce projet sur le terrain est modélisé, matérialisé par un crédit carbone certifié, qui va devenir ensuite la propriété de l'entreprise qui a effectué le financement pour qu'elle puisse s'en servir dans le cadre de sa stratégie climatique. Donc, on a longtemps parlé de compensation carbone parce que l'idée, c'était qu'une entreprise puisse acheter des crédits carbone pour compenser les émissions résiduelles. Aujourd'hui, on évolue beaucoup plus sur une notion de contribution pour s'écarter du fait qu'une entreprise va acheter des crédits pour annuler ses impacts parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre un crédit carbone et une émission réelle d'une entreprise dans son bilan carbone. Mais on peut contribuer à la neutralité globale, contribuer à un effort collectif en finançant des projets qui ont un impact positif sur le climat. Donc voilà, c'est un petit changement de sémantique qui est assez important parce qu'on s'écarte d'une vision qui était très centrée sur la comptabilité d'une entreprise à une vision qui est plus centrée sur l'impact des projets du terrain.
Voilà rapidement sur l'explication de la contribution carbone. Et donc, pour expliquer ce que c'est concrètement qu'un crédit carbone, comment on le calcule, on voit sur la slide suivante qu'on part toujours d'une situation de référence. On regarde ce qui se serait passé si le projet qui est financé n'avait pas eu lieu. Sur ce schéma ici, ça va être la courbe en gris, qui modélise les émissions de gaz à effet de serre dans une situation de référence, une baseline sans projet. Et ensuite, quand on va mener le projet sur le terrain, on va mesurer concrètement les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu et on va voir la différence entre les deux, qui sera en fait la réduction d'émissions permise par le projet, qui sera l'impact carbone du projet. Et c'est cet impact-là, c'est cette différence d'émissions, qui est ensuite certifiée sous la forme de crédits carbone, qui vont pouvoir être vendus à des entreprises. Mais pour passer à ces crédits carbone, il y a tout un processus de certification. C'est ça qui donne la rigueur et la robustesse à tout le mécanisme de la contribution carbone, c'est c'est pas du financement qui va dans le vide, c'est des financements qui vont sur des projets qui ont suivi un processus rigoureux. Donc, il y a des critères pour que des projets puissent être éligibles, puissent se faire certifier et générer des crédits carbone. Et ils vont devoir suivre notamment un référentiel. Un référentiel qui est donné par des standards, des labels qui sont présents sur le marché depuis plus ou moins longtemps et qui offrent des méthodologies sectorielles pour expliquer comment le projet va estimer son impact sur le climat et qui vont du coup donner des outils de calcul, des méthodologies et des indicateurs pour que le projet puisse suivre ses impacts. Une fois qu'un projet s'inscrit dans ces méthodologies, il doit prouver qu'il est additionnel. C'est le critère principal de la contribution carbone, c'est de montrer qu'un projet vient bien au-delà de ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu le financement. Donc on parle de additionnalité climatique, c'est-à-dire que les activités du projet permettent d'éviter les émissions de CO2 par rapport à une situation de référence. C'est le schéma que je vous montrais juste avant. On va avoir une additionnalité ensuite financière, c'est-à-dire que les activités du projet seront financées par les revenus ou en partie de la finance carbone et de la contribution. C'est-à-dire que vendre un crédit carbone, ce n'est pas se faire récompenser pour des agissements, mais c'est en fait récupérer des financements d'une entreprise pour mettre en œuvre des activités additionnelles. Et ça, c'est assez important pour vraiment montrer que la contribution carbone vient aller plus loin et développer des nouveaux projets souvent innovants, ou alors qui ne pourraient pas, qui sont en déficit financier pour pouvoir se mettre en œuvre. Et donc, mécaniquement, ces principes d'additionnalité, ça sous-entend que en fait, les projets qui vont être financés par la finance carbone vont aller plus loin que les réglementations en vigueur. On parle aussi d'additionnalité réglementaire. Une fois qu'on a prouvé cet impact des projets, il faut prouver qu'il est aussi permanent. C'est tout un autre enjeu de la contribution carbone et un autre critère important dans le cadre de la certification, c'est de montrer que les bénéfices sur le climat, que ce soit les émissions évitées ou les émissions séquestrées, vont être permanents, vont avoir lieu sur le long terme. On ne peut pas se permettre de générer un crédit carbone pour une émission évitée qui, le lendemain, en fait, va être émise dans l'atmosphère l'année suivante. Pareil pour la séquestration de carbone dans les sols ou dans les arbres. L'idée, c'est que le carbone soit capturé, séquestré sur le long terme et pas juste temporairement, parce que sinon, en fait, on a l'impact qui est annulé au bout de quelques temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très regardé et on aura l'occasion d'en reparler avec Écoterie et Terre à Terre parce que c'est des sujets qui sont très importants dans les secteurs de la forêt et de l'agriculture. Et pour s'assurer que tous ces critères sont remplis, le dernier point important, c'est la vérification par un auditeur indépendant des projets. Tous les projets qui sont certifiés et qui génèrent des crédits carbone font l'objet d'un audit d'un acteur indépendant qui va vérifier que le projet met bien en œuvre toutes les actions qu'il avait déclarées, qui suit bien le cahier des charges des méthodes des différents labels et qui mérite, entre guillemets, ces crédits carbone. Donc, sur la droite de la slide, vous voyez les principaux logos des standards internationaux de la finance carbone. On a les labels Gold Standard, Verra, des mécanismes onusiens aussi qui existent depuis très longtemps, qui proposent des méthodologies dans des secteurs très variés, qui sont très reconnus à l'international. Et on a aussi également le label bas carbone qui s'est développé plus particulièrement sur le contexte français en 2019 et sur lequel je ferai un petit zoom après. On a ces différents, juste avant de passer à la slide suivante, pardon, on a ces différents standards qui existent, mais on a aussi de nouvelles méthodologies indépendantes qui se développent. On aura l'occasion d'en reparler notamment avec Écoterie. Donc ces méthodologies, elles viennent répondre à des besoins parce que certains secteurs ne sont pas toujours couverts par des standards historiques
elle vient aussi répondre à des besoins de petits porteurs de projets qui n'ont pas forcément les capacités et la taille suffisantes pour s'inscrire dans ces processus de certification qui sont parfois complexes. Par contre, ces nouvelles méthodologies, elles doivent absolument respecter les critères qu'on vient de voir ensemble. Pour être légitime, pour être robuste, comme on le disait, pour s'assurer qu'on ne vient pas certifier quelque chose, on vient pas certifier du vent, tout simplement, pour parler franchement, qui a vraiment un impact concret sur le climat. Les méthodologies indépendantes doivent quand même se soumettre à ces différents critères. Et donc, c'est très important quand on voit un acteur proposer une nouvelle méthodologie, de s'assurer que derrière, il y a de la rigueur scientifique sur la manière dont sont calculées les émissions de gaz à effet de serre, qu'il y a la prise en compte de ces critères d'additionnalité et de permanence, et qu'il y a aussi des acteurs tiers et indépendants qui viennent vérifier que les émissions sont bien évitées. Voilà, je passe pour la slide suivante. Je parlais de l'additionnalité financière, je parlais des coûts de certification. C'est important d'avoir ces notions en tête quand on parle du prix d'un crédit carbone. Parce que je disais que les crédits carbone, ce sont des choses qui sont ensuite achetées et financées par des entreprises, mais à quel coût? Et bien, ce coût, il n'est pas fixé par une réglementation, on est sur un mécanisme qui est volontaire, mais il est déterminé par la réalité du projet. C'est ce qu'on voyait dans le premier schéma qu'on vous a montré tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de savoir que le projet, celui qui a un impact sur le climat, est vraiment au centre de tout le mécanisme, que c'est lui qui fixe à la fois l'impact sur le climat et qui va fixer donc le prix de vente des crédits. Donc, pour fixer ce prix, des crédits, on prend tous les coûts qui sont inhérents au projet. Donc, ça va être des coûts d'investissement préalables à la mise en œuvre du projet, des coûts opérationnels de projet, des coûts également de certification. On va prendre tous ces coûts, on va enlever les revenus éventuels des projets qui peuvent avoir lieu au travers de la vente de produits, de services ou de subventions existantes. Et ensuite, tous ces coûts de mise en œuvre du projet, on va les diviser par le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qui sont réduites ou séquestrées pour avoir un coût de revient à la tonne de CO2 du projet. Et c'est important d'avoir toujours ça en tête parce qu'on parlait d'additionnalité financière. Les projets qui sont éligibles à la finance carbone ne sont pas rentables. Et c'est seulement le financement extérieur de l'entreprise qui va permettre à ces projets d'être rentables et donc de se mettre en œuvre. C'est ça l'additionnalité financière et ça se retranscrit sur ce prix d'un crédit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres? Si on passe à la slide suivante, on voit que ça donne des prix des crédits carbone qui sont très, très, très variables. Sur la droite de l'écran, vous voyez que le prix d'un crédit peut aller de 1 à 125 €, avec une moyenne en 2021 d'environ 5 € par tonne de CO2. Ces chiffres-là, ils sont tirés, comme je vous le disais, de l'état des lieux de la compensation carbone qu'on a faite dans le cadre d'Info Compensation Carbone en 2021. Il se base sur les déclarations de nombreux acteurs de revendeurs de crédits en France, notamment Terre à Terre avait participé à cet état des lieux l'année dernière. Et donc, on avait interrogé 22 opérateurs différents qui avaient vendu en tout 30 millions de crédits carbone, ce qui correspond à peu près à 10% du marché mondial. On estime en 2021 qu'il y a eu 300 millions de tonnes de CO2 qui ont été vendues dans le cadre du marché volontaire. Et donc, ça nous permet d'avoir des informations sur les prix moyens. On a aujourd'hui donc une énorme variation entre les prix qui dépendent forcément de la typologie du projet. Les coûts de mise en œuvre vont être très différents si on parle d'un projet agricole, si on parle d'un projet forestier, si on parle d'un projet de rénovation énergétique de bâtiments. Ils vont aussi être très variables si on parle d'un projet qui a lieu en France, qui a lieu au Mali, qui a lieu en Mongolie. Ce sont des choses qui sont toujours à prendre en compte dans le prix du carbone. Donc, cette slide est importante à mon sens pour qu'on se rende bien compte qu'on parle à chaque fois qu'on a un crédit carbone, on a une réalité physique qui est derrière. Par contre, le prix de vente sur le marché est très variable et dépend beaucoup de la typologie de projet et des acteurs aussi avec qui on s'associe. Pour la slide suivante, voilà, je fais un petit zoom sur le label bas carbone, sur le contexte français, parce que c'est quand même principalement ça qui nous intéresse aujourd'hui, avec des acteurs comme Écoterie et Terre à Terre qui sont exclusivement sur le territoire français aujourd'hui. Donc le label bas carbone, je vous expliquais qu'il a été développé en 2019 par le ministère de la Transition écologique. Et donc il fonctionne à peu près sur le même principe que tous les standards internationaux, c'est-à-dire qu'il se repose sur des méthodes sectorielles. Il repose sur des méthodes, donc dans les secteurs de l'agriculture, de la forêt, mais également de l'économie circulaire ou du bâtiment,
entre autres, qui vont expliquer aux porteurs de projets comment on mesure les émissions de gaz à effet de serre, comment on mesure le scénario de référence, comment on mesure son impact. Et une fois qu'on a une méthode qui est adaptée à la réalité du projet, le porteur de projet va soumettre son projet à cette méthode et à la labellisation par le ministère. Donc, le porteur de projet va ensuite mettre en œuvre ses activités, avoir un impact sur le climat, et cet impact sera audité par un évaluateur externe et reconnu par le ministère comme une réduction d'émissions qui est finançable par une entreprise, une collectivité, un particulier qui veut contribuer à la transition écologique en France. Donc, ce label bas carbone, il s'inscrit dans cette démarche-là, dans ce cadre de certification de crédit carbone pour le territoire français. Et aujourd'hui, il labellise 308 projets en France pour un total d'environ 400 000 tonnes de CO2, 400 000 tonnes de CO2 réduites grâce au label, grâce au projet certifié. C'est principalement aujourd'hui dans les secteurs de l'agriculture et de la forêt. Mais d'autres secteurs sont en train de se développer, donc dans la rénovation du bâtiment notamment. On parle aussi d'économie circulaire dans la gestion des déchets électroniques, par exemple. Il y a des méthodologies qui se développent là-dedans. Donc, beaucoup de secteurs d'activité qui vont pouvoir être éligibles au label bas carbone et donc au financement de la part d'entreprises privées. Et pour terminer sur les prix de vente, donc vous aviez tout à l'heure un aperçu des prix de vente moyens avec des projets en France, des projets internationaux qui étaient aux alentours de 5 €. On voit qu'en France, les prix de vente des tonnes de CO2 sont bien supérieurs. 32 € par tonne de CO2 en moyenne pour l'année 2021, parce que la mise en œuvre de projets agricoles, la mise en œuvre de projets forestiers de qualité en France nécessite plus de moyens, des moyens à la fois pour le suivi, des moyens inhérents aussi au contexte français, et on en reparlera tout à l'heure, des moyens aussi pour s'assurer que les projets ont également des co-bénéfices, notamment dans ces deux secteurs-là, sur la biodiversité, des co-bénéfices sociaux qui sont importants. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie d'introduction. On aura éventuellement le temps dans la partie de questions-réponses de revenir sur certains concepts parce que c'est pas facile d'expliquer tout ça très rapidement. Mais je vais laisser la parole maintenant à deux opérateurs de la compensation carbone, Écoterie et Terre à Terre, qui vont venir détailler les secteurs agricoles et forestiers. Merci beaucoup, Lucas, pour ce mot d'introduction. Donc, en effet, maintenant, on va pouvoir faire un zoom sur ce qui se passe dans le secteur de la forêt et dans le secteur de l'agriculture. Et on va commencer du coup avec Louisiane pour ce qui se passe côté forêt avec Écoterie. Oui, donc effectivement, nous, on travaille dans la gestion durable des forêts. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille dans ce milieu? Globalement, déjà parce que c'est un milieu important, ça couvre 30% du territoire français. Et ça a deux intérêts principaux sur la partie environnementale. Déjà, ça abrite beaucoup de biodiversité. Environ 80% de la biodiversité terrestre est abritée dans les forêts. Et la deuxième raison, c'est que ça séquestre du carbone. Donc, vous connaissez probablement le processus de photosynthèse. Donc, grâce à des sortes de petits trous sur les feuilles qui s'appellent des stomates, on réussit à capter du CO2 et avec l'eau captée par les racines et le soleil, l'arbre relâche de l'O2 et produit du glucose. Donc tout ça, ça permet de créer ce qu'on appelle des puits de carbone et les forêts représentent le deuxième puits de carbone mondial après les océans. En parallèle, les forêts ont un impact sur la société, notamment sur l'économie. Elles emploient 425 000 personnes en France et ça a forcément un impact sur la production de matériaux puisque le bois est utilisé dans le secteur de l'ameublement, de la construction, etc. La difficulté, et c'est pour ça qu'on a lancé Écoterie, c'est que les forêts sont souvent mal gérées et qu'on a en France ou dans le monde en général des tas d'écosystèmes qui sont dégradés, par exemple des friches. On a aussi donc des forêts qui ont subi des coupes rases, etc. Et ces écosystèmes ne sont plus en état d'assurer leur fonction et notamment de séquestrer du carbone. Les arbres, quand ils sont en mauvais état, ils peuvent moins séquestrer du carbone. Et donc, ça fait ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Donc, ça veut dire qu'on empire le dérèglement climatique. Donc, il faut absolument qu'on restaure et qu'on préserve les écosystèmes et notamment les écosystèmes terrestres. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait et on le voit dans la slide suivante.
on met en place des solutions fondées sur la nature. Donc, les solutions fondées sur la nature, c'est ça, c'est préservation, restauration et gestion durable des écosystèmes. Et donc, vous avez une carte de la France, là, où on voit qu'on peut mettre en place des projets spécifiques aux zones humides, par exemple à la restauration de ruisseaux, à la restauration de zones humides, etc., ou au développement de la pollinisation. Donc là, ça peut être la mise en place d'une haie qui va avoir un certain type de fleurs pour favoriser la pollinisation. Ça peut être la mise en place de vergers, etc. En parallèle, on travaille sur la plantation et la gestion durable des forêts. Et on a aussi mis en place une cagnotte permettant de restaurer les forêts qui ont été incendiées. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur le terrain avec nos experts biodiversité, nos forestiers. Et on finance ça grâce à des entreprises comme vous et des particuliers qui peuvent contribuer de plusieurs façons. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la slide suivante. Nos 4 différentes offres, elles concernent la contribution à des projets de biodiversité. Par exemple, moi, entreprise, je vais contribuer à la restauration de X mètres carrés de zones humides. On propose la propriété d'arbres et associer la définition de crédit carbone haute qualité, donc la possibilité pour des entreprises d'avoir des crédits carbone haute qualité, et on verra ensuite ce que c'est que haute qualité. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a à cœur de sensibiliser autour de nous, donc on propose des formations spécifiques sur le carbone et la biodiversité. Donc nous, on identifie des terrains sur lesquels on pourrait avoir un impact et on les gère durablement. On va y planter des essences, on va y mettre en place des projets de biodiversité et surtout, on les gère durablement. Et ça, c'est fondamental parce qu'il ne s'agit pas de planter beaucoup d'arbres si on ne les gère pas durablement, surtout que le dérèglement climatique a un impact sur les écosystèmes et donc il faut savoir aussi s'adapter à ce dérèglement climatique. Donc, le principe de la gestion durable, c'est pour nous s'interdire des coupes rases, faire de la futaie irrégulière, donc avoir des strates dans les forêts, des strates arborées différentes pour avoir un couvert continu. On a des essences mixtes, on ne fait pas de monoculture, des essences adaptées au dérèglement climatique. On n'utilise pas de produits chimiques et on met en place vraiment des projets locaux où sur place, on va s'entourer d'écologues ou de scieries qui sont locales pour participer à l'économie territoriale. Donc, ça, c'est un point important. Dans le financement de crédit carbone dans le monde forestier, il faut s'assurer de la gestion durable du projet derrière. En fait, le crédit carbone, en soi, c'est juste un papier, un certificat, mais derrière, il y a un véritable projet et la gestion durable est importante. Donc, Lucas parlait des différents types de crédit carbone. Il y a l'évitement et la séquestration. Bien évidemment, nous, on est dans la séquestration de CO2 permis par les arbres. Mais vous allez voir qu'on prend quelque chose de plus en compte dans notre méthodologie. Parce que les arbres, et c'est ce qu'on voit dans la slide suivante, les arbres, au début, on les plante, ils séquestrent pas beaucoup de carbone. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont séquestrer de plus en plus de carbone jusqu'à arriver à maturité. Et là, on les prélève et on les envoie dans des scieries françaises pour créer du mobilier français, de l'ameublement. Et cet ameublement, par exemple, cette table en bois, elle a du carbone stocké à l'intérieur. Et c'est important de le prendre en compte dans la définition des crédits carbone. Donc, c'est ce que vous voyez dans la slide suivante. En fait, à l'échelle d'une forêt, comment est-ce qu'on va calculer un crédit carbone? On va regarder les tonnes de CO2 qui sont séquestrées par les arbres et stockées par les produits bois, donc les produits d'ameublement. Et ça, ces deux aspects, si on les somme, on arrive au CO2 total qu'on va pouvoir générer en termes de crédit carbone. Et donc, vous, quand vous achetez un crédit carbone et donc que vous contribuez à un projet forestier derrière, il y a ces deux aspects pris en compte. Alors, on réfléchit à l'échelle de la forêt. Et donc, pour s'assurer de la permanence, c'est ce qu'on voit dans la slide suivante, on va prendre en compte un stock moyen. Donc, je suis désolée, je rentre dans une partie un peu technique, mais c'est important. En fait, quand on plante une forêt,
au début, les arbres, ils vont donc grandir, c'est ce que je disais. Et puis, on va faire de l'irrégularisation, c'est-à-dire qu'on va prélever certains arbres pour permettre l'arrivée de lumière et la croissance des plus beaux arbres et des arbres qui vont avoir le plus de capacité de séquestration de carbone et de capacité à devenir du bon bois d'ameublement. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'irrégularisation. Bien sûr, on ne fait pas de coupe rase, donc c'est fait avec un impact minimal sur la forêt. Mais à ce moment-là, quand on prélève certains arbres, les tonnes de CO2 équivalent séquestrées sont moins importantes. Et puis, petit à petit, la forêt devient plus uniforme et elle devient ce qu'on appelle une futaie vraiment irrégulière. Et donc, partout, on va avoir un couvert continu. Et là, les tonnes de CO2 équivalent séquestrées sont à peu près lisses. Et c'est ce chiffre-là qui représente le nombre de tonnes de CO2 équivalent qu'on va prendre en compte à l'échelle de la forêt. Donc, c'est ce qu'on appelle, et on voit dans la slide suivante, le stock moyen à long terme. Donc, pour s'assurer de la permanence, pour que vous, entreprise, quand vous contribuez à un projet forestier via des crédits carbone, vous soyez sûr que le CO2 équivalent soit effectivement séquestré à long terme, eh bien, nous prenons en compte ce stock moyen. Ça veut dire, alors ce stock moyen, mais qui concerne aussi la séquestration. Donc, c'est les produits, le carbone stocké dans les produits bois et séquestré par les forêts. Donc, ça veut dire que, on le voit dans la slide suivante, si tu peux passer la slide, Basile. Je pense que Basile, alors j'espère que vous m'entendez. On a un problème de slide, visiblement. OK, dans la slide. Voilà. Donc, on prend en compte la permanence pour s'assurer du long terme du stock, de la séquestration et du stockage long terme du CO2. Et en parallèle, on prend en compte le scénario de référence. C'est-à-dire, si on a récupéré une terre qui était une terre agricole ou une terre qui était une jachère à la base, il y aurait déjà eu des tonnes de CO2 équivalents séquestrées dans le sol. Et donc ça, c'est important de l'identifier. C'est ce qu'on appelle un scénario de référence et on va prendre que les tonnes de CO2 équivalents séquestrées et stockées en plus par rapport au scénario de référence. Donc, j'ai été dans cette partie un petit peu technique, mais ce qu'il faut retenir, et c'est ce qu'on voit dans la slide suivante, mais visiblement, ça bug. J'espère que ça bug pas chez moi. Ok, Basile. Louisiane, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas, je t'entendais plus. Ok, on est en live là? On est en Ouais. direct, donc on va repartir sur... Ok. Hop. Tu peux nous repartir sur l'écran. Ouais. Désolée, on a des petits soucis techniques. Apparemment. Tac. Normalement, c'est bon. Donc, du coup, on ne voit pas encore les slides, Basile. Ouais. Je comprends pas pourquoi elle ne se charge pas. Donc, pour continuer, en fait, ce qui est important, c'est que dans un crédit carbone, il y a plusieurs aspects qui sont pris en compte. C'est, on regarde le scénario de référence. Donc, quel était l'état initial du terrain avant que le projet forestier soit mis en place. On regarde les essences plantées, la surface de la forêt, la classe de fertilité. La classe de fertilité, c'est tout ce qui est données pédologiques de sol, d'air, etc. Et enfin de climat. Et tout ça, avec tout ça, on définit un stock moyen à long terme. Donc, une quantité de tonnes de CO2 équivalent qui vont être stockées et séquestrées par le projet.
Et ça, c'est une méthodologie qui est basée sur des référentiels internationaux. La difficulté, c'est que nous, on fait de la futaie irrégulière, donc une gestion dite proche de la nature, de la sylviculture durable. Et aujourd'hui, le label bas carbone qui agit en France n'a pas encore défini son nouveau cadre adapté à la sylviculture irrégulière. Donc nous, pour l'instant, on ne fait pas de label bas carbone, en tout cas sur cette méthodologie-là, même si on peut en faire de par ailleurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas... on n'est pas spécialisé dans le label bas carbone. Nous, on a une méthodologie qui est vérifiée par Bureau Veritas et qui est notre organisme tiers indépendant et qui assure que nos calculs sont bons, etc. Donc ça va donner la quantité de tonnes de CO2 équivalent stockées et séquestrées. En parallèle, tous les 5 ans, on va sur le terrain et on fait ce qu'on appelle des relevés biomasse. Donc, on va regarder la taille de l'arbre, son diamètre, etc. pour s'assurer que, effectivement, l'arbre, compte tenu de sa taille, il a bien séquestré et stocké, et il va stocker X tonnes de CO2 équivalent. Ça, c'est ce qu'on appelle la mesurabilité. En fait, très concrètement, une fois que vous avez compris notre méthodologie de calcul, vous, en tant qu'entreprise, vous allez commencer par investir dans un projet que nous on aura sourcé. Donc, c'est-à-dire, on aura identifié un terrain sur lequel on peut avoir une plus-value sur la séquestration de carbone et la préservation de la biodiversité. Donc, vous allez investir dans ce projet. Nous, on va planter les arbres, on va les gérer durablement. Et j'insiste sur cet aspect-là, c'est vraiment important de faire de la gestion durable. On les gère à 100 ans. Et ensuite, vous allez avoir en parallèle vos crédits carbone qui sont à vous, que vous pouvez revendiquer et qui sont associés à des arbres. Et les arbres, vous pouvez d'ailleurs les offrir à vos collaborateurs. Voilà, c'est des crédits carbone dits haute qualité parce que c'est l'approche de gestion durable. Et voilà globalement les informations que je voulais vous donner en 2 mots sur Ecotree. Je ne sais pas si Basile, tu arrives à partager les Ouais. slides. Non, alors on a un petit souci avec StreamYard, malheureusement, qui ne permet plus d'afficher les slides. C'est un petit peu problématique pour ce type de présentation. Hop. On a notre équipe studio qui travaille actuellement là-dessus. Hop. Que j'appelle. Hop. Bon. Ok. Bon, bah, petit problème pour le partage d'écran. Désolé d'ailleurs, Louisiane, du coup, que tu n'aies pas pu Non, avoir mais tes pas slides de sur la souci. fin. Je te laisse peut-être prendre la suite sans tes slides. Ouais, du coup, c'est ce qui va se passer. Donc, moi, je vais vous parler de terre à terre et je vais tâcher de vous en parler de manière, du coup, très imagée pour que vous puissiez saisir mon propos au fur et à mesure. Donc, terre à terre, on travaille sur le secteur de la contribution agricole et notre objectif, c'est ni plus ni moins que de mettre en relation des contributeurs, donc des entreprises ou collectivités, qui vont allouer des budgets de contribution carbone et donc de les mettre en contact avec des agriculteurs qui mettent en place, eux, des pratiques bas carbone et régénératrices. Donc, on fait ce lien et on essaye de le faire de la manière la plus territorialisée, de la plus locale possible. Donc, ce qu'il faut savoir sur le secteur de l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur émetteur en France qui représente 19% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ces gaz, c'est principalement du méthane et du protoxyde d'azote. On parle souvent de CO2 en gaz à effet de serre. Alors, je vois que l'écran est apparu. Donc,
Parfait. Louisiane, tu vois bien mon écran là? Oui. OK, parfait. Problème studio. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre patience. Du coup, donc, ce qu'on peut dire sur ce secteur, donc, c'est que c'est principalement les gaz à effet de serre, donc c'est le protoxyde d'azote et le méthane qui ont un effet de serre bien plus réchauffant que le CO2. Mais en parallèle, finalement, le paradoxe de l'agriculture, c'est qu'aujourd'hui, c'est un secteur émetteur, mais qui pour autant a un potentiel en tant que puits de carbone. Donc, puits de carbone, c'est cette notion qui a été introduite par Louisiane, qui a un potentiel de séquestration du carbone qui est très puissant. On parle de cette séquestration à la fois dans la photosynthèse, donc comme pour le système forestier, mais on en parle aussi dans les sols. Le sol peut être un puits de carbone. En témoigne notamment l'initiative 4 pour 1000 qui a été lancée lors de la COP 21. Cette initiative signifie que si on augmente le taux de matière organique de 0,4% par an, euh, finalement, cela permettrait de pallier à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc finalement, cela pourrait avoir un effet balance, donc un effet puits de carbone. Donc on comprend mieux ce fonctionnement sur la slide suivante, sur le fonctionnement du sol en tant que puits de carbone. On appelle ça le bilan humique. C'est la résultante entre les entrées et les sorties de matière organique. Donc comme vous pouvez le voir sur la slide, donc il y a la photosynthèse, donc c'est ce qui se passe à la surface. Donc là, bien sûr, il y a un fonctionnement de stockage du carbone, mais la pérennisation de ce stockage se fait notamment lorsqu'il va y avoir une dégradation de la matière organique dans le sol. On appelle ça l'humification. Et c'est en fait la matière organique qui va venir se stocker durablement dans le sol et donc qui va venir stocker durablement le carbone. Donc, on peut voir sur la slide suivante qu'il y a des pratiques qui permettent ce stockage. Donc, on parle souvent d'agroécologie. Vous en avez certainement entendu parler. Qu'est-ce que c'est finalement l'agroécologie appliquée donc, sur une ferme, appliquée dans l'agriculture? C'est des principes. C'est des principes qui vont varier selon le contexte propre à chaque ferme, à chaque région, à chaque terroir. Mais les grands principes, finalement, je peux vous en citer quelques-uns. Il y a notamment l'idée d'être dans une dynamique de rotation des cultures et d'allonger les rotations. Donc, c'est-à-dire finalement ne pas remettre trop fréquemment une même culture sur une même terre, sur un même sol. De la même manière, il y a l'idée de couvrir le sol. Donc, c'est-à-dire plutôt que laisser le sol à nu, eh bien, on va y mettre une culture intermédiaire qu'on ne va pas forcément chercher à vendre par la suite, mais qu'on va implanter pour ses bénéfices. Donc, notamment pour la photosynthèse que ça va faire et aussi pour les bénéfices vis-à-vis du sol en termes d'enracinement, pour éviter le lessivage du sol, par exemple. On parle aussi de biodiversité, donc c'est réimplanter des bocages, c'est réimplanter des haies. Et on parle aussi de biodiversité des sols, donc c'est favoriser la vie du sol. Donc là, c'est par exemple la réduction du travail du sol, la diminution du labour, tout à fait concrètement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de leviers finalement dans l'agroécologie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'inspire du vivant et qu'on va chercher à avoir des méthodes les plus inspirées des cycles naturels. On peut passer à la slide suivante. Là, maintenant, je vais vous parler de concrètement comment ça se met en place le label bas carbone pour un agriculteur lorsqu'il cherche à valoriser les actions qu'il met en place sur sa ferme vis-à-vis du climat. Donc, c'est des projets qui se font sur 5 ans et qui commencent par un diagnostic carbone. Donc, en fait, on regarde les postes d'émission sur la ferme et les leviers d'action. Et on définit donc des leviers de réduction ou de séquestration. Donc, en effet, à la différence de la forêt, comme je vous le disais, l'agriculture est un secteur aujourd'hui très émetteur. Donc, ce qui va permettre de valoriser des crédits carbone, c'est à la fois de réduire les émissions sur la ferme, mais aussi de séquestrer. Et donc, sur la base de ces différents leviers qui sont définis, on va ensuite émettre un montant de crédit carbone, donc qui correspond à un crédit carbone à 1 tonne de CO2 équivalent évité ou séquestré. CO2 équivalent,
parce que, comme je vous le disais, il y a d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont les gaz à effet de serre majeurs en agriculture. Donc sur ces 5 années, il y a une audit, un suivi de mi-parcours pour voir où en sont la mise en place des leviers d'action et pour aider l'agriculteur, pour le guider. Et, et sur la dernière année, la 5e année, il y a un bilan et une audit de vérification, encore une fois avec le Bureau Veritas, et, euh, et il y a une certification des crédits carbone. Donc on peut passer à la slide suivante pour approfondir un peu ça. Donc dans le cadre du label bas carbone, qui est le label franco-français pour permettre aux agriculteurs de valider des crédits carbone, cette slide peut faire un petit peu peur. Elle a simplement pour but de vous montrer qu'il y a des méthodes différentes pour chaque type d'agriculture. En effet, selon que ce soit de l'élevage ou des grandes cultures, ce sont des leviers différents qui vont pouvoir être mobilisés. Donc là, vous voyez ce grand cercle rouge, c'est les leviers qui sont utilisables en élevage bovin. Et finalement, on voit que par exemple, le cercle bleu, qui sont les leviers utilisés en grande culture, et ben, ce sont des leviers similaires. Et donc, il y a des méthodes aussi qui ont été déposées pour les vergers, pour l'implantation de haies. Et il y en a aujourd'hui qui sont en cours de dépôt, notamment pour la vigne et pour le maraîchage. On peut passer à la slide suivante. Bien sûr, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Je voulais aussi vous expliquer plus en détail ce que ça a impliqué pour les agriculteurs de valoriser des pratiques bas carbone sur leur ferme. Dans la majeure partie des cas, le changement de pratique va parfois leur permettre d'avoir une baisse des coûts, euh, parce que ça peut passer par la réduction des achats d'intrants, la réduction de travail mécanisé, donc de consommation d'énergie fossile. C'est aussi souvent, par exemple, en élevage, de l'optimisation dans la méthode de conduite du troupeau qui, en fait, finalement, vont amener des baisses de coûts. C'est une hausse de revenus parce que cela va impliquer sur le long terme une hausse des rendements vis-à-vis de la qualité des sols, aussi tout simplement par rapport à la valeur des crédits qui sont délivrés. Aujourd'hui, donc le coût minimum de revient à l'agriculteur lorsqu'on travaille avec eux, c'est 32 euros. Et puis, on parle aussi du coup de résilience climatique, c'est-à-dire que face au réchauffement climatique, les leviers qui sont mis en place dans le cadre du label bas carbone sont des leviers qui vont permettre une meilleure résilience face à la diminution d'eau, par exemple. Je vais vous donner cet exemple. Finalement, le stockage d'eau est amélioré, plus la qualité du sol, plus le sol est vivant. Et donc, il y a un vrai enjeu pour l'agriculteur à être en mesure de stocker l'eau. On va revenir dans la suite de ce webinaire sur les co-bénéfices justement induits, notamment la biodiversité et le cycle de l'eau. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vais vous parler ici de la manière dont on travaille chez Terre à Terre et l'approche qu'on a. Finalement, il y a des similitudes avec la posture des coteries. Déjà, on a un maillage de fermes en France et qui commence à s'ouvrir en Europe. Donc, c'est des initiatives qui se développent chez nos voisins et qu'on suit et avec lesquelles on travaille. Mais on a une démarche donc aujourd'hui avec plus de 1500 fermes en France qui nous permet de proposer des projets très locaux vis-à-vis des entreprises. Et c'est bien là tout l'enjeu de relocaliser la contribution en France. C'est de pouvoir finalement contribuer sur son territoire, dans sa région, à proximité de ces pôles d'activité. On parle aussi de la transparence et de la traçabilité. On met à disposition une plateforme qui permet de suivre l'évolution des différents projets et de voir où en sont la mise en place des leviers. Et c'est une plateforme qui, en fait, amène beaucoup de transparence pour les contributeurs. Je veux aussi vous parler de multi-impact, mais ça, on va revenir dessus avec Louisiane. Mais comme je vous le disais, financer un projet en agriculture, c'est en effet avoir un levier sur le climat via le stockage du carbone et la réduction des émissions. C'est ce qui est aussi le plus facilement mesurable. Mais il y a aussi des impacts en termes de biodiversité, de cycle de l'eau, de qualité des sols qui sont en fait probants. Et ce qu'on aime faire, c'est aussi emmener les entreprises sur le terrain, du fait que ce soit local, de leur permettre d'aller visiter, découvrir les fermes et les leviers qui sont mis en place. Et ça amène du concret qui
qui fait plaisir à la fois aux agriculteurs et aux contributeurs. On peut passer à la slide suivante. Ça, c'est simplement pour vous résumer une démarche. Finalement, quand une entreprise décide de contribuer, elle va... Alors, la démarche bien plus globale, c'est d'abord évidemment de mesurer, de réduire ses émissions et ensuite d'envisager de contribuer au puits de carbone. Mais lorsqu'elle se met dans une démarche de contribution, on va pouvoir sélectionner les projets les plus proches. On va pouvoir du coup les agréger sur cette plateforme de suivi et ensuite évidemment permettre d'aller plus loin dans la rencontre avec les fermes. On peut passer à la slide suivante. Cette slide, elle a simplement pour vocation de vous rappeler l'enjeu des puits de carbone, qu'ils soient forestiers ou agricoles. Aujourd'hui, c'est nos 2 principaux puits de carbone en France, comme vous pouvez le voir sur le graphique du haut. La première barre, c'est finalement le puits de carbone dans les sols via l'agriculture. Et la plus longue barre, c'est dans le forestier. Et on voit aussi aujourd'hui dans le graphe d'en dessous qu'aujourd'hui, les sols agricoles sont plus émetteurs que stockeurs de carbone. C'est évidemment dû aux pratiques et à la gestion. Et donc, il y a un grand levier là-dessus. On va parler des co-bénéfices maintenant et de qu'est-ce que c'est qu'un crédit de haute qualité. Louisiane, je te donne la parole pour nous expliquer en forestier comment ça se passe justement, cette gestion pour ne pas avoir qu'un prisme carbone, mais un prisme bien plus holistique. Ouais, alors donc là du coup en 50 minutes, 45-50 minutes, vous avez dû comprendre tout le mécanisme de la contribution carbone et en tout cas les grandes lignes et 2 exemples concrets, agriculture, forêt. Maintenant, on va aller peut-être un peu au-delà pour ceux qui veulent aller plus loin. Effectivement, au-delà de la séquestration de carbone, l'idée c'est de réfléchir aussi aux co-bénéfices des projets financés et donc aux bénéfices supplémentaires. Je vais passer très rapidement pour laisser du temps aux questions-réponses, mais sur l'environnement, bien sûr, il y a un impact sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, sur la qualité des sols, sur du coup la qualité de l'eau et la filtration de l'eau permise par les sols. Il y a un impact sur la filière, notamment la relocalisation de la filière bois, le soutien de l'emploi local. Et puis, nous, on a à cœur aussi d'aller plus loin que l'environnement. Et donc, on inclut des personnes en situation d'insertion, donc éloignées de l'emploi, ou des personnes en situation de handicap sur différents de nos projets pour avoir aussi cet impact social, vu que ce qu'on cherche, c'est vraiment créer de l'impact positif. Dans la slide suivante, et ça c'est plus important, en fait, je voudrais dire que les co-bénéfices, ils sont aussi pour vous, les entreprises, parce que vous dépendez des services écosystémiques, donc des services rendus par la biodiversité. Et d'ailleurs, on en dépend tous, puisque 60% du PIB mondial dépend des services écosystémiques permis par la biodiversité. Donc, je rappelle, les services écosystémiques, c'est la pollinisation qui va permettre notre alimentation, c'est le bois qui va permettre nos matériaux, c'est la bonne qualité des sols qui va éviter les inondations parce qu'il va réussir à absorber l'eau, etc., etc. Et donc, on dépend des services écosystémiques, mais en même temps, on y met des pressions via nos activités, donc les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, les citoyens, etc. On ne va pas rentrer dans le débat de qui fait quelle pression. Mais la restauration des écosystèmes via des projets de qualité qui vont avoir un impact sur la biodiversité, qui vont avoir un impact sur la séquestration de carbone, c'est aussi un moyen de pérenniser son entreprise et de faire sa part pour la pérennité de l'économie. Voilà ce que je voulais dire très rapidement sur les co-bénéfices forêt, mais en fait qui concerne aussi l'agriculture. Je pense que c'est la gestion durable qui est important. Et Basile, je te laisse nous dire rapidement. Ouais, mais merci Luzanne. En effet, nous, de côté agricole, on retrouve des co-bénéfices similaires. Je vous ai parlé de qualité des sols, de qualité de l'air, de l'eau aussi, notamment par la gestion des engrais. Un gros focus que j'aimerais mettre, c'est aussi sur la biodiversité. Et donc là-dessus, on met des indicateurs bien précis et ça monte en qualité afin que finalement un crédit carbone en agriculture n'ait pas qu'un prisme carbone. Et donc,
pour mesurer la biodiversité, typiquement, on va mesurer la diversité des cultures, le pourcentage de prairies, le pourcentage de cultures qui inclut des cultures intermédiaires, comme je vous l'expliquais précédemment. Et c'est ces indicateurs-là qui vont permettre aussi de jauger finalement la qualité d'un crédit carbone pour pouvoir vraiment les différencier. Voilà. Peut-être que Lucas va nous faire aussi un petit mot de conclusion sur la bonne manière d'aborder le sujet de contribution en entreprise et quelle démarche aborder avant d'en arriver là. Ouais, merci Basile. Donc, je vais profiter des dernières minutes pour faire une petite conclusion et surtout répondre aux premières questions qui ont déjà été posées sur le chat avant qu'on donne la parole à d'autres personnes. Rappeler, donc en fait, concrètement, maintenant qu'on a vu 2 exemples d'opérateurs carbone, de secteurs d'activité, comment, en tant qu'entreprise, on adopte une démarche de contribution carbone. Déjà, les bonnes pratiques de l'ADEME, il faut rappeler toujours les 3 étapes, qui sont d'abord d'estimer, d'évaluer ses propres émissions de gaz à effet de serre, avoir une première étape d'observation de notre impact, avant de mettre en place un plan d'action, réduire ses émissions de gaz à effet de serre en priorité sur sa chaîne de valeur, avant ensuite de chercher à financer des projets hors de sa chaîne de valeur pour contribuer à la neutralité carbone. Donc ça répond déjà à une des questions qui était dans le chat, de savoir à quel moment en fait on parle de contribution, après son bilan carbone évidemment, et ensuite après aussi avoir mis en priorité des choses en place pour réduire son propre impact. Finalement, la contribution carbone, c'est aussi un levier d'action pour une entreprise dans sa stratégie climat. Donc, ce n'est pas forcément à faire, on ne doit pas attendre 20 ans pour le faire, mais par contre, il faut en priorité avoir pris des mesures sur son cercle, sur sa chaîne de valeur, sur son périmètre, et ensuite, on s'intéresse à des autres projets à financer pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est vraiment pour la démarche en 3 temps d'une entreprise. Et ensuite, sur comment on s'y retrouve dans le marché de la compensation carbone volontaire ou de la contribution carbone. Là, il y a encore plus d'informations dans le guide qu'on a coécrit avec l'ADEME, qui est sorti en septembre dernier, qui permet de savoir, déjà de mieux comprendre encore le mécanisme. Ça reprend les informations que j'ai données en début de webinaire et qui ont été aussi précisées par Écoterie Terre à Terre. Et ensuite, ça aide aussi à savoir comment choisir son projet. Parce qu'on parle bien de ça, on parle de choisir un projet. Il y a des typologies de projets qui sont très différentes. On en a vu 2 aujourd'hui, il y en a bien d'autres. Ça dépend de la localité, ça dépend des activités qui sont mises en œuvre. Et toutes ces choses-là, c'est des choses on est sur un marché volontaire, donc c'est en fait l'entreprise qui choisit quel projet apporte des valeurs qui lui correspondent. Et ensuite, en fonction de ça, elle va s'assurer que ce projet-là, il suit bien les différents critères qu'on a évoqués, qu'il suit un référentiel, qu'il est certifié. Et ces caractéristiques-là, elles vont se ressentir dans les prix. J'ai vu une question notamment sur les prix. C'est vrai qu'on a montré d'un côté un prix à 4-5 € la tonne. Ça, c'est un prix moyen mondial qui prend en compte tous les projets qui sont développés à l'international, dont certains des projets qui sont très efficaces en carbone ou parfois qui ne prennent pas en compte justement toutes les notions de co-bénéfices, qui ne sont pas forcément des crédits. On parlait de haute valeur, de haute qualité. Il y a des grandes variations aussi dans la qualité des crédits. Donc, quand il faut choisir son projet, il faut être très attentif par rapport à ça. Le prix de 32 €, il correspondait au prix moyen des projets en France. Donc, il y a déjà un effet de contexte local en France. Mettre en œuvre un projet, ça coûte plus cher que dans certains pays, donc les prix vont forcément monter. Et ensuite, en France, là, c'était vraiment en plus les prix sur le label bas carbone, où le label, il fait en sorte qu'il y ait aussi des critères à prendre en compte avant de se faire certifier. Dans ce guide, pour terminer, on parle aussi de communication. Comment bien communiquer sur sa démarche de contribution, éviter les raccourcis sur des produits qui seraient neutres en carbone. On a vu pas mal de critiques et d'accusations de greenwashing sur Air France notamment, pour ne pas les citer, parlait de vol neutre en carbone. Ils ont été un petit peu repris. Il faut éviter ces communications des raccourcis. Quand on achète un arbre, c'est pas un arbre égale une voiture et qu'on pense les trajets, etc. Enfin, c'est des raccourcis qui sont trompeurs parce qu'ils masquent à la fois l'impact de l'entreprise et ils masquent toute la gestion de projet qui est nécessaire aussi pour avoir les impacts sur le climat. Ça simplifie de manière un petit peu trompeuse. Donc ça, c'est des choses à faire attention. Et dernier critère à prendre en compte, en plus de la typologie de projet, on parlait bien des standards de la certification. Il y a eu une question sur le label Plan Vivo, donc qui est un label qui existe depuis longtemps, depuis les années 2000 sur la certification carbone.
Et eux, en fait, leur spécificité, c'est qu'ils rajoutent les critères sociaux, en fait, la protection des communautés et de la nature dans les critères, dans les prérequis des crédits. Donc pour eux, ce ne sont pas que des co-bénéfices qui sont ensuite valorisables par le projet, mais c'est carrément un critère d'éligibilité. Donc un projet qui n'agit pas sur les communautés locales en bien ne pourra pas du tout être certifié. Donc, voilà, chaque standard peut avoir ses spécificités comme ça. Et donc, quand on cherche un standard, il faut se renseigner un petit peu, et notamment sur les standards indépendants. Il y avait une question sur le fait, est-ce que les standards indépendants doivent être audités, doivent respecter des cahiers des charges? Oui. Si quelqu'un essaie de vous vendre un crédit sans cahier des charges, sans certification, sans acteur extérieur qui vient vérifier ce qu'il vous dit, il y a potentiellement un risque d'opportunisme qui est fort. Donc il faut toujours s'assurer que même si on part sur un standard, une certification indépendante, elle vient déjà répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de label existant sur cette thématique, ou alors ils sont trop chers pour des petits porteurs de projets, et donc il y a un enjeu à mettre en avant d'autres projets. Il faut que ces standards répondent à un besoin, mais il faut qu'ils respectent toujours les critères qu'on a évoqués en début. Donc l'additionnalité des projets, la permanence des réductions d'émissions, le suivi et la vérification par un acteur extérieur. Et donc, vous, en tant que client aussi de ces standards-là, vous êtes en capacité de demander, d'exiger une forte transparence sur ces sujets-là. Parce que oui, vous, il faut que votre démarche soit claire, mesurer, réduire et ensuite contribuer. Il faut que la communication soit claire aussi, qu'il n'y ait pas de raccourci, mais il faut aussi que les acteurs avec lesquels vous vous associez soient très transparents sur le crédit qu'ils vous proposent, sur leur démarche et aussi sur qu'est-ce qui est fait des revenus, qu'est-ce qui est exigé aux porteurs de projets dans la certification, etc. Alors, il y a eu aussi quelques questions à l'attention de Louisiane. Je me permets de les prendre au vol. C'est ce que je peux. En fait, donc là, il y a plusieurs questions. J'essaye de les regrouper. Il y a eu des questions autour de à quel moment, en fait, on délivre des crédits carbone. En fait, c'est ce que j'ai expliqué. On a une méthodologie qui permet de dire combien de carbone va être stocké et séquestré. Et ça permet de délivrer des crédits carbone dits ex ante. On n'est pas rentré vraiment dans cette partie technique, mais c'est ce qu'on appelle des crédits carbone ex ante. Et ensuite, tous les 5 ans, on vient sur le terrain et on vérifie que le carbone a bien été séquestré grâce à des relevés de biomasse. Donc, on va regarder la taille des arbres, etc. Et là, ça convertit des crédits carbone ex ante en crédits carbone ex post. C'est la subtilité à avoir. Ensuite, il y avait une question sur la méthodologie et pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas développé sur le label bas carbone. C'est parce que nous, on est vraiment spécialisé sur la gestion durable et la sylviculture irrégulière et qu'aujourd'hui, le label bas carbone n'a pas encore développé sa méthodologie sur de la sylviculture irrégulière. Par exemple, nous, on s'interdit les coupes rases et aujourd'hui, le label bas carbone n'a pas encore mis en place la méthodologie qui est adaptée pour ça. Donc, voilà. Et il y avait une dernière question sur l'adaptation au changement climatique. C'est un véritable sujet. Nous, on essaye on prend en compte l'évolution du climat de plusieurs façons. Déjà, on choisit très bien nos terrains, c'est-à-dire qu'on estime, il y a plein de travaux qui ont été faits là-dessus, mais on estime quels vont être les terrains qui seront impactés demain. Et on va pas reprendre en gestion un terrain qui serait très fortement impacté demain. On a des assurances aussi. Et puis, dernier aspect, le fait de faire de la gestion durable, c'est aussi un moyen d'éviter les incendies, d'éviter des aléas climatiques, en tout cas d'éviter les conséquences des aléas climatiques. Je ne rentre pas dans les détails vu de l'heure et je laisse Basile répondre à quelques questions aussi. Et puis, si besoin, Oui. de toute façon, vous pouvez, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi aussi sur LinkedIn pour aller plus loin. Oui, quelques questions aussi que je prends au bon. Du coup, on questionne sur la garantie d'achat des crédits carbone et est-ce qu'un agriculteur peut se retrouver sans financeur? Alors, dans le processus que je vous expliquais, en effet, l'agriculteur, d'abord, il se fait labelliser dans sa démarche et c'est à ce moment-là qu'il peut émettre des crédits carbone. Donc, en effet, il entame quand même une démarche de bilan carbone avant d'avoir vendu des crédits carbone. Donc, il peut quand même y avoir des financements de la Chambre d'agriculture, par exemple, pour appuyer ce genre de démarche.
il faut se renseigner selon les régions. Et ensuite, en effet, c'est à partir du moment où les crédits carbone sont valables que là, on peut envisager de les proposer aux entreprises. Alors, par exemple, l'un des mandataires principaux avec lesquels on travaille, qui s'appelle France Carbone Agri, le premier appel à projet, qui date de 2020, il y a déjà plus de 80%, voire bientôt l'intégralité des projets qui ont trouvé financeur. Donc, on va dire que la dynamique est très bonne et qu'aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs qui se mettent dans cette démarche augmente. Donc ça veut dire que finalement, le marché s'équilibre bien là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est pas mal, à moins que Lucas et Louisiane vous envoyiez. Ouais, je pense qu'au vu de l'heure, on va peut-être clôturer le webinaire, mais en tout cas, on est tous à votre disposition pour répondre à d'autres questions et aller plus loin. Basile, tu peux nous rappeler si les slides du webinaire... On partagera évidemment les slides suite à ce webinaire, que ce soit sur LinkedIn ou bien par mail à ceux qui s'étaient inscrits en amont. Enfin, on va les partager de la meilleure manière. Voilà, donc vas-y. ouais, merci à tous et on était ravis de prendre ce temps d'échanger avec vous. En effet, selon vos questions spécifiques, comme Louisiane le disait, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via LinkedIn et on se fera un plaisir du coup d'aller plus loin pour vous expliquer un peu plus les évolutions de ce marché. À très bientôt Merci à et tous. bon appétit. Merci beaucoup.